Je poursuis ma mission au service de la formation intitulée « Le MES en 10 leçons ». Cette émission est la troisième de cette série consacrée aux différents thèmes du MES. Mais en fait, chacun des thèmes peut être abordé indépendamment. Le thème présenté aujourd'hui est celui de la traçabilité et des dossiers de fabrication, un véritable enjeu pour de nombreux industriels. Après l'exposé pédagogique, Karine aura le plaisir de recueillir le retour d'expérience de Dominique Ruel, de Eras Ingénierie. Bonne écoute. Le terme traçabilité recueille plus de 3 millions de résultats sur Google France. Pour ficer les idées, c'est environ 1/20 du nombre de résultats pour logiciel. C'est une méthode très approximative, mais il est certain que la traçabilité occupe aujourd'hui une place centrale, et elle concerne principalement les industries. Mais il est important pour commencer de bien poser de quelle traçabilité nous allons parler. En effet, le terme traçabilité est ce que l'on appelle un mot valise. On peut entendre plusieurs choses sous le terme de traçabilité. Bien définir ce dont on parle va nous permettre d'éviter par exemple de penser que la traçabilité est faite dans l'ERP. Alors que ce qui est fait dans l'ERP, c'est le suivi des camions qui vont livrer les produits dans les magasins et la gestion des flux dans les entrepôts. Alors que la traçabilité que l'on souhaiterait, c'est celle des dysfonctionnements du procédé. Dans le MES, la traçabilité qui nous intéresse est celle des fabrications. Et si dans le MES on parlera parfois de traçabilité de bout en bout, ce sera d'un bout à l'autre de l'usine. D'autres logiciels se chargeront de l'étendre au-delà. Mais même dans ce périmètre somme toute restreint, on peut vouloir tracer beaucoup de choses. Les problèmes survenus sur les équipements, les actions du personnel, les différentes étapes du process et leurs paramètres, la composition des produits et leur généalogie, avec quelle lot de matières premières ils ont été fabriqués, le résultat des contrôles de qualité, la performance de production, etc. Bien sûr, l'industriel veut généralement tout tracer. Mais si l'on veut parvenir à un résultat, il va falloir mettre un peu d'ordre. Pour cela, nous allons reprendre les grands axes d'analyse de l'ISA 95, que sont le personnel, les équipements, le procédé et les matières. Ce dernier axe incluant également l'énergie. Commençons par la traçabilité du personnel. Sans surprise, le souhait de tracer le personnel s'est manifesté de manière prédominante dans les industries de forte densité de main-d'œuvre, avec l'objectif, plus ou moins avoué, de vérifier que les opérateurs ou les ouvriers respectaient les cadences prévues et ne s'accordaient pas des temps de repos masqués hors des pauses, et peut-être même de supprimer des postes. Disons-le tout de suite, ce type d'objectif a contribué à donner une très mauvaise réputation de flicage au premier système de MES, entraînant souvent le rejet brutal du système par les opérateurs et en définitive l'échec du projet. Nous verrons plus en détail dans une autre émission que l'adhésion des opérateurs est un facteur clé de réussite. Un autre objectif majeur de la traçabilité du personnel est la sécurité. Sécurité des opérations et sécurité des produits. Et la traçabilité est souvent dans ce cas une contrainte légale. S'assurer par exemple qu'un opérateur dispose des qualifications nécessaires pour effectuer une opération ou qu'un responsable laboratoire a bien vérifié un dosage sont des exigences incontournables pour, par exemple, l'industrie pharmaceutique. Enfin, bien informer, c'est-à-dire souvent informer dans le temps le plus réel possible des temps passés sur telle ou telle opération, l'opérateur pourra améliorer sa propre performance ou recevoir une formation complémentaire dans ce sens. Les données que l'on souhaitera le plus souvent connaître sont les dates de prise et de fin de poste, le décompte des temps de pause, mais aussi les temps d'exécution des différentes opérations, temps nécessaires pour les réglages et pour les interventions. Venons-en à la traçabilité liée aux équipements. La fabrication dans une usine ou un atelier n'est presque jamais uniquement constituée d'opérations manuelles. Il y a bien sûr des machines et la mise en place d'un suivi de production, le nom souvent employé pour le MES, nécessite l'obtention en temps réel d'informations sur les équipements. Dans les installations fortement automatisées, cela crée d'ailleurs une ambiguïté entre la couverture du logiciel de MES et celle des logiciels de supervision, ou SCADA, qui collectent aussi les informations au travers des automates. C'est un sujet que nous aborderons plus en détail dans le thème MES et supervision. Que veut-on généralement tracer sur les équipements?
Les temps de marche et d'arrêt planifiés, fermeture, arrêt planifié, maintenance, les arrêts de défaut, arrêt aléatoire, disjonction moteur, niveau haut, niveau bas, dépassement de seuil, bourrage, les mesures effectuées sur ces équipements durant le process, température, débit, pression, éventuellement des alertes de moindre gravité. Pour être utile et fiable, la traçabilité liée aux équipements doit vérifier certaines qualités. Elle doit être réalisée en temps réel. Et un véritable temps réel, plutôt qu'une saisie, est quasiment indispensable pour une traçabilité fiable. Elle doit bien sûr être horodatée et elle doit être structurée, c'est-à-dire qu'il doit être facile de relier l'information à l'équipement, à la section ou à l'atelier concerné. Voyons maintenant la traçabilité du procédé. Un procédé est généralement constitué de différentes étapes qui s'exécutent l'une après l'autre ou en parallèle. Suivant les industries et les installations, les procédés peuvent être plus ou moins complexes et plusieurs fabrications peuvent s'exécuter simultanément en utilisant chacune à leur tour les mêmes équipements pour optimiser leur utilisation. Que veut-on tracer sur le procédé et les opérations? Bien sûr, les débuts et fins de chaque opération, début et fin dosage, début et fin de cuisson, d'assemblage, que ces opérations soient manuelles ou automatiques. Les équipements effectivement utilisés. Un procédé pharmaceutique dispose de plusieurs balances, par exemple, laquelle a été utilisée pour le pesage. En cas de problème, on pourra vérifier si la balance a été bien étalonnée. Les matières utilisées et leur quantité. Les paramètres de consigne, température de consigne, débit de dosage, vitesse de coupe, etc. Les paramètres d'exécution mesurés effectivement, les quantités réelles, les résultats des contrôles, etc. Les contrôles de qualité et leurs résultats. Ces contrôles de qualité peuvent être des contrôles en ligne, analogues aux étapes du procédé, ou des contrôles hors ligne, d'une organisation différente. L'ensemble de ces informations est souvent rassemblé dans un dossier de fabrication. Pour les fabrications par lot, on parle aussi de dossier de lot. Lors de la fabrication, les lots de matière ou de composants sont amenés à traverser plusieurs équipements, avec différents chemins physiques possibles. Lors de la traversée d'un équipement, un lot de matière ou de composants pourra rester inchangé. Il s'agit alors d'un simple déplacement. Mais il pourra aussi être empilé ou dépilé avec d'autres lots ou même transformé. On utilise généralement des dispositifs tels que code à barres ou des puces RFID pour identifier les produits en entrée et en sortie des fabrications. Ces dispositifs peuvent être appliqués sur des produits solides, des cartons ou des containers de toutes sortes. Pour des produits liquides ou pulvérulents, ils peuvent être utilisés au niveau des lots seulement. Un lot pourra d'ailleurs être mélangé à d'autres lots de matières identiques ou de matières différentes pour former un produit intermédiaire. Et les produits intermédiaires peuvent être identifiés ou non. Cela peut être assez complexe, et pour garantir la composition et la qualité de leurs produits, les industriels doivent tracer ces informations et être capables de retracer rapidement le cheminement d'un produit fini en cas de problème. Par exemple, un équipement défectueux identifié dans la chaîne de production ou contaminé. En mettant en place des algorithmes appropriés, il est également possible, à partir d'un lot de produits finis, d'identifier les lots de matières premières ou de composants qui ont servi à le fabriquer. C'est ce qu'on appelle la généalogie ascendante. Inversement, par un mécanisme similaire, on peut identifier, à partir d'un lot de matières premières ou de composants, les lots de produits finis qui l'ont utilisé. C'est ce qu'on appelle la généalogie descendante. Certains logiciels de MES disposent d'algorithmes prédéfinis qui permettent de modéliser le comportement des équipements pour l'ensemble de l'installation et donc d'obtenir automatiquement la généalogie ascendante ou descendante de l'installation. L'adéquation de ces mécanismes au procédé de l'industriel dépendra bien sûr des cas de figure, empilement, dépilement, extraction, mélange, transformation, devant être pris en compte.
Que veut-on tracer sur les flux matières? Bien évidemment, les flux matières commencent avec la réception des matières premières qu'il faut identifier en nature, en quantité et en contenant de stockage. On souhaite évidemment tracer tous les transferts de matière ainsi que les mélanges et les transformations. On souhaite également tracer les mouvements des stocks d'atelier, ce qui permettra la généalogie ascendante et descendante. Quelles sont les exigences concernant la traçabilité matière? Une traçabilité matière sera souvent utilisée pour prévenir une situation de crise. Pour être réellement utile, elle doit donc être immédiate. Certaines industries, comme les industries alimentaires, ont des obligations légales à cet égard. Enfin, dans beaucoup d'installations, les combinaisons possibles sont beaucoup trop nombreuses pour pouvoir être codées au cas par cas. Il faut donc pouvoir modéliser l'installation et que cette modélisation soit à la base du suivi des flux matières. La traçabilité informatique s'inscrit dans les démarches de dématérialisation et de zéro papier. Elle en partage donc les avantages. L'informatique permet de garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire que ces données ne seront pas altérées de manière accidentelle ou volontaire. À noter que cela suppose souvent la mise en place de mécanismes dédiés, contrôle d'intégrité et redondance tels que ceux qui sont exigés par la FDA 21 CFR 11. De manière évidente, la dématérialisation permet une réduction des coûts. Coûts de papier, bien sûr, mais également coûts d'impression qui sont souvent plus importants que le coût du papier lui-même, et coûts de stockage des documents. La dématérialisation permet également de réduire les temps d'exécution des procédures, qu'il s'agisse de procédures de recherche, comme celles que l'on a évoquées pour la généalogie, ou de procédures administratives mettant en jeu le transfert de documents. Les documents vont pouvoir être échangés simplement par email ou par des procédures électroniques dédiées. Sur le plan administratif, il faut tout de même noter que les documents devront généralement être fournis sous un format bien précis. Et donc, il faudra souvent effectuer un traitement à partir des données internes pour délivrer les documents administratifs exigés. Enfin, dernier point, et non des moindres, la dématérialisation des documents permet de préserver l'environnement en évitant d'une part la production de grandes quantités de papier par les papeteries, qui sont des industries très polluantes, et d'autre part en supprimant la nécessité de traiter au bout du compte les déchets à l'expiration des durées de conservation des documents. Revenons au contenu de notre traçabilité informatique. Même si nous nous sommes limités à la traçabilité des fabrications uniquement, on voit bien que cette fonction du MES est extrêmement riche et induit différentes sous-fonctions qui se complètent. Alors on peut être tenté de dire, a-t-on vraiment besoin de tout cela? Et la mise en place de ces différents aspects de la traçabilité ne va-t-elle pas induire de lourdes charges de développement, sans aucun retour de profitabilité? Choisissons de tracer uniquement les informations dont nous avons réellement besoin ou qui n'y sont légalement imposées. En fait, la réponse n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. D'une part, il est assez difficile de déterminer a priori les informations dont on va avoir besoin. Supposons que l'on fabrique des biscuits. Assez naturellement, on jugera nécessaire de tracer les ingrédients, les quantités de matières premières consommées, les résultats des contrôles qualité, mais peut-être pas immédiatement l'ensemble des paramètres du procédé. Pourtant, si le contrôle qualité est défectueux et que, par exemple, les biscuits sont trop cuits, un opérateur ne manquera pas de faire remarquer qu'on aurait dû tracer la consigne de température pour la cuisson. D'autre part, il faut noter qu'il y a une grande différence de charge de développement suivant la façon dont on réalise la traçabilité. S'il s'agit d'un développement spécifique, toute information supplémentaire tracée se traduit par un coût de développement et de test. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas négligeable, car à quoi sert une traçabilité si elle n'est pas fiable? Si la fonction de traçabilité souhaitée est réalisée par un logiciel de MES, la trace d'un paramètre supplémentaire n'entraîne généralement pas d'autre coût que celui de la collecte du paramètre. S'il s'agit d'un paramètre du process, il est probable qu'il se trouve déjà dans le système et il n'y a en fait pas de coût additionnel. Ce n'est donc pas une raison pour se priver d'informations importantes. Si les fonctions de traçabilité sont assurées par un logiciel de MES, le point qui sera à surveiller sera en fait la volumétrie des données. Si les données sont acquises à un rythme rapide,
par exemple pour de hautes cadences de fabrication, alors les facteurs multiplicatifs peuvent être très importants et entraîner des volumes de stockage prohibitifs. La volumétrie proprement dite est de moins en moins un problème car on dispose de grandes capacités de données, mais elle peut déboucher sur une réactivité médiocre du système, en particulier si des mécanismes de compression et de décompression doivent être utilisés. Pour conserver des volumétries raisonnables et une bonne réactivité de l'application, il faudra en fait se poser deux questions. Sur quelle durée dois-je maintenir les données de traçabilité en ligne ? En effet, un archivage de longue durée pourra être mis en place pour compléter. Et cet archivage longue durée pourra aussi être utilisé pour la manufacturing intelligence. On se rapproche d'ailleurs des technologies dites big data. Et enfin, quelle est la granularité de ma traçabilité qui est vraiment nécessaire ? Par exemple, ai-je besoin de connaître les consignes et les valeurs effectives au niveau de chaque opération élémentaire ou uniquement pour des blocs d'exécution complets ? Est-ce que je dois connaître précisément le cheminement des matières au travers de chaque équipement ou uniquement les matières qui entrent et qui sortent de chaque unité de production ? Je vous propose de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui sur le thème de la traçabilité. Tout d'abord, nous avons vu que la traçabilité du MES est en fait la traçabilité des fabrications et que son périmètre est l'usine ou l'atelier. Nous avons vu la traçabilité du personnel, ses limites et sa bonne utilisation. La traçabilité des équipements, qui n'est pas sans évoquer certaines fonctions de supervision, la traçabilité du procédé, le suivi des flux matières et la généalogie. Puis nous avons vu les points qu'il fallait réellement considérer pour maîtriser la traçabilité, et en particulier le lien entre volumétrie et réactivité. Ah, je vois que la traçabilité informatique nous promet une nouvelle fois le zéro papier. Pour rappel tout de même, la radio, la télévision et l'ordinateur étaient déjà censés le faire disparaître. Résultat, entre les années 50 et aujourd'hui, la consommation de papier a été multipliée par 5. Mais cette fois sera peut-être la bonne. On commence à observer une baisse de la consommation de papier dans les pays développés. Pour le bilan environnemental, il ne faut pas oublier que le stockage informatique consomme aussi de l'énergie. Bref, rien n'est simple. Mais vous avez compris que la traçabilité du MES ne vise pas que le zéro papier. Bonjour Monsieur Ruel, vous êtes directeur opérationnel au sein d'ERAS, société d'ingénierie avec un pôle d'expertise en informatique industrielle, dédié à l'industrie des procédés. Alors ma première question serait de savoir si parmi les industriels que vous rencontrez, nombreux sont ceux qui ont déjà mis en place une démarche zéro papier. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, la majorité des industriels ont engagé cette démarche. La dématérialisation s'est engagée il y a plusieurs années déjà, principalement dans le domaine de la gestion et de la bureautique, si on revient 10 ans en arrière. Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies numériques, cette dématérialisation et le zéro papier qui en résulte touche clairement l'outil industriel. La tendance lourde est à l'enregistrement des données électroniques et à une utilisation à la demande en fonction des besoins et à la carte parce que les utilisateurs de l'information sont multiples dans l'entreprise, l'opérateur, le chef d'atelier, la direction. Et il est clairement beaucoup plus facile d'utiliser une information électronique et de la maintenir à jour que de le faire sur papier, tout simplement. Alors, est-ce cela qui a motivé leur démarche MES ? Non, le zéro papier n'est pas l'élément déclencheur dans la démarche MES. Ce sont à l'évidence plutôt les contraintes qui motivent l'investissement. Plusieurs types de contraintes. La contrainte réglementaire avant tout, en fonction des secteurs industriels qu'on se situe en agroalimentaire avec l'ISA, ou dans le secteur pharmaceutique avec la traçabilité électronique de l'eau. Également la contrainte économique. La contrainte économique, elle est forte aujourd'hui dans tous les secteurs industriels et
Elle vise à réduire les coûts directs à travers la nécessité d'optimiser l'outil industriel et son utilisation, que ce soit également les coûts indirects, avec la nécessité de travailler sur des aspects qualitatifs, par exemple. Les possibilités technologiques sont également des éléments qui débloquent le projet. Dans le passé, les applications réalisées pour des besoins MES, qui existent depuis longtemps, étaient basées sur des développements principalement. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions qui sont packagées et qui permettent d'apporter des garanties supplémentaires, notamment en matière de maîtrise de qualité et également en matière de pérennité dans le temps. Alors dans l'exposé, on parle de traçabilité des équipements, du personnel, du procédé et des matières. Est-ce qu'il faut, d'après vous, tout tracer? Et quels sont les types de traçabilité ou les informations les plus importantes selon vous? Non, aujourd'hui, il ne faut plus tout tracer. Avec l'avènement des bases de données, on a eu tendance à stocker beaucoup plus d'informations et les coûts de stockage étant beaucoup moins importants, l'information a été stockée de manière massive. Or, on s'aperçoit a posteriori que l'exploitation de cette information devient complexe, notamment parce que l'information est souvent déconnectée de son contexte. Pour répondre à votre seconde question, les informations les plus critiques sont à l'évidence celles liées aux besoins du client, au cahier des charges, d'où la nécessité de se concentrer sur une étape initiale de spécification du besoin. Si je prends un exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, on va se concentrer très souvent sur les lots de matières premières, et ce qui est le cas également dans le domaine pharmaceutique, où on va chercher également à se concentrer sur les actions des opérateurs. L'exposé met aussi l'accent sur les contraintes de volumétrie. Comment y avez-vous répondu dans vos projets? Aujourd'hui, techniquement, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons plus de limite réellement, parce qu'on stocke l'information dans des bases de données, parce qu'on dispose d'espaces de stockage qui sont extrêmement importants. Donc, une des clés consiste dans l'accompagnement du client et dans la définition et la sensibilisation de ce dont il aura réellement besoin in fine. On parle de consolidation des données. Il est nécessaire finalement de concentrer la collecte de l'information sur l'essentiel. Par exemple, pour une donnée process de température, une valeur moyenne, un mini, un max, mais également son contexte, ce qui est fondamental dans une utilisation a posteriori de cette information. Pouvez-vous nous donner quelques exemples sur les fortes exigences qu'ont les industriels en termes de temps de recherche ou d'informations à retrouver? À l'évidence, le critère de rapidité est une exigence forte qu'ont l'ensemble de nos industriels. Dans tous les secteurs, et par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire ou de la pharma, on doit être en mesure d'identifier l'ensemble des produits finis qui sont concernés par une matière première qui aurait été incriminée, de telle manière à récupérer la marchandise avant qu'elle ne soit disponible sur les points de vente, tout simplement. En la matière, les systèmes actuels permettent une réduction des temps qui est considérable. Il y a quelques années, une recherche pouvait prendre plusieurs jours, et aujourd'hui, les technologies permettent d'accéder à l'information en quelques minutes. De même, en industrie pharmaceutique, la sérialisation impose le suivi des étuis avec
un numéro unique qui permet de suivre le produit jusqu'au patient. On dit souvent que la traçabilité est un facteur d'amélioration de la qualité et de la performance. Alors, êtes-vous d'accord avec cela? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples chez les industriels que vous rencontrez? Oui, à l'évidence, la traçabilité est un facteur de qualité et de performance. Je prends un exemple. Nous avons accompagné un client dans le domaine des vins et spiritueux qui a entrepris une démarche de fiabilisation des étapes de changement de l'eau. Les étapes de changement de l'eau étaient une opération délicate qui nécessitait des actions opérateurs qui étaient source d'erreurs de saisie et de non-qualité. Le choix qui a été proposé et accepté par le client a permis d'installer un système complet qui visait à collecter l'information depuis l'ERP et à descendre l'ensemble de ces informations vers les équipements machines. Nous avons également profité de ces opérations pour remplacer la fiche de contrôle qualité papier en l'intégrant dans le système MES, tout simplement. Nous avons également profité de cette opération pour intégrer le suivi des machines. Les marches, les défauts, les causes d'arrêt par exemple, qui sont autant d'informations qui nous ont permis d'établir des statistiques. Au final, la démarche a permis de travailler sur différents sujets. Le premier, la traçabilité, qui était un des objets, en fiabilisant et en limitant les risques. Le second, la performance, parce que le suivi des machines et les causes d'arrêt ont permis d'analyser et d'optimiser. Le changement de l'eau, qui était une opération longue, finalement, a permis d'être considérablement réduit parce que les opérateurs faisaient beaucoup des erreurs de saisie, ce qui est normal, et de vérification à cause de ces saisies manuelles. Et puis enfin, de qualité, parce que les informations qui sont collectées permettent d'éditer des rapports qui peuvent être utilisés a posteriori. Certains industriels redoutent la charge de mise en place d'une traçabilité des fabrications. Auriez-vous quelques conseils à leur donner? Si j'avais un conseil à donner, travailler sur la méthode. La première étape doit consister à bien clarifier les principaux objectifs qui motivent la mise en place d'une traçabilité. Réglementation, réponse aux exigences, optimisation opérationnelle, tout cela, il est nécessaire de le définir à travers un document de spécification utilisateur. C'est une étape vraiment déterminante dans le processus de mise en place d'une traçabilité. Ensuite, il va s'agir de procéder par itération et de cibler quels sont les ateliers ou les process au travers desquels la mise en place de cette traçabilité opérera le plus grand gain. Le coût global de ce type d'opération peut être également étalé dans le temps. Il conviendra ensuite de définir les bonnes priorités et de définir l'organisation projet en adéquation avec les objectifs de délai, tout simplement. De même, une répartition des tâches entre les différents acteurs est un élément clé parce que les intervenants dans ce type de projet sont nombreux et les interactions entre services importants. Enfin, l'étape qui suit est le choix d'une solution pour répondre aux besoins de traçabilité et le choix également de fournisseurs
qui présenteront les meilleures garanties pour accompagner le déploiement de ce type de solution. Une des difficultés repose bien évidemment également dans la capacité de l'ingénierie qui accompagne l'industriel à poser les bonnes questions pour engager le projet de la meilleure manière. Merci Monsieur Ruel de Eras Ingénierie d'avoir bien voulu apporter votre expertise sur ce thème important. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette session en vidéo sur notre site et sur l'espace réservé Vimeo. Dans la prochaine session, nous traiterons un sujet rarement abordé, et pourtant incontournable dans les installations largement automatisées. Où finit la supervision et où commence le MES? La réponse dans la prochaine émission. Venez nombreux.